9 et 10 mai, le sacre des marrons. Devoir de transmission, confinement, déconfinement. Maître Monotouka, avec le thème « La décréolisation, condition de la libération ». Le sujet que je vais vous traiter s'intitule « La décréolisation, condition de la libération ». Nous, les Noirs, quel que soit le lieu où nous nous trouvons sur cette terre, avons cette conscience plus ou moins claire de vivre sous la domination institutionnelle et sociale des Blancs. Dans un ordre dans lequel nous sommes traités comme étant d'une catégorie ontologique racialisée et la plus inférieure de toutes. Cette expérience, c'est celle des Noirs depuis que les États européens ont parvenu à instituer et perpétuer leurs pratiques esclavagistes et coloniales à partir du XVe siècle sur le reste du monde, soit en Afrique, dans les Amériques, en Asie et en Australie. Instituer ou institutionnaliser, c'est le fait qu'un pouvoir, en l'espèce le groupe humain représentant ces États européens, établissent officiellement d'une manière durable une autorité de conduite sur un groupe humain. C'est ce pouvoir donc existant qui donne le caractère officiel nécessaire à cette nouvelle autorité de conduite pour qu'elle devienne une institution, c'est-à-dire pour qu'elle soit considérée par toutes et par tous comme revêtue de la légitimité et de la force obligatoire pour tous et pour toutes. Donc une institution est une structure d'organisation sociale, en ce sens où elle est en effet un pouvoir officiel obligeant aux personnes en fait qui lui sont attachées d'avoir telle ou telle conduite. Alors l'institution au sujet de laquelle j'interviens aujourd'hui est précisément celle que constitue la domination des Blancs sur les Noirs. Mon projet à travers ce sujet de composition intitulé La décolonisation, condition de la libération est de permettre donc de comprendre suffisamment clairement que la décolonisation est la condition de notre libération de cette domination. Qu'en effet, nous libérer de cette servitude revient, de fait, concrètement, à expurger la société de tous les goûts et pratiques des colons, c'est-à-dire à décréoliser la société. Et pour ce faire, il faut que préalablement soit rappelé c'est quoi créoliser, c'est quoi la créolisation. Donc notre exposé en fait s'articulera selon le plan simple suivant. D'abord nous verrons l'impossible libération d'une société créolisée, et puis en grand 1 et puis en grand 2, nous libérer, c'est décréoliser la société. Alors d'abord l'impossible libération d'une société créolisée. Si nous traitons le sujet de la créolisation, c'est parce que nous avons conscience de vivre encore dans l'ordre institutionnel de la domination blanche et d'en souffrir les effets. Nous savons que cette expérience que nous partageons ne se limite pas au territoire caribéen ni au continent américain. Elle s'étend là où il y a des Noirs sur cette terre, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs. Il est donc nécessaire de comprendre la raison du maintien de cette expérience douloureuse. Évidemment, nous devons comprendre comment est construit le système institutionnel de la domination des Blancs sur les Noirs, si nous voulons nous en libérer. Cette compréhension est essentielle, elle est un préalable nécessaire, car si nous ne connaissons pas suffisamment ce système, comment pourrions-nous prétendre pouvoir le déconstruire? Pour une bonne pédagogie, nous commencerons par rappeler cette histoire à partir du XVe siècle. Voilà des êtres humains que sont les Noirs, qui sont dans leur société, qui vivent dans leur société, dans leur paradigme, et qui en sont arrachés au moyen de la violence et de la manipulation par d'autres êtres humains, que sont les Blancs, pour les intégrer dans un autre modèle de société, dans un autre paradigme, dans un autre système social.
Et dans quel autre système social sont-ils contraints d'exister dorénavant? Dans un système social fondé et organisé sur l'ordre de la hiérarchisation des êtres. Dans une société régie par un ensemble de normes hiérarchisant des êtres. Et c'est à ces êtres hiérarchisés que les Noirs et les Blancs devront s'identifier au sein de cette société. Et c'est à travers ces êtres que les Noirs seront contraints de relationner, c'est-à-dire de se socialiser. Dans mon exposé, j'utiliserai le terme code noir pour désigner ces recueils de normes juridiques de hiérarchisation des êtres que les Blancs imposent aux Noirs depuis le XVe siècle. C'est en effet un système juridique partagé par tous les États européens esclavagistes, coloniaux et néocoloniaux, qu'ils soient français, anglais, espagnols, allemands, hollandais ou autres, et ce, quel que soit là où ils ont implanté leur recueil. À ce stade, nous saisissons clairement que nous sommes en face de deux paradigmes, deux organisations sociales différentes. Celle où nous sommes institués comme étant des êtres humains et celle où nous ne le sommes pas. Il est donc nécessaire que chacun de nous garde cette situation en esprit. Car une fois rentré dans le nouveau paradigme, dans le paradigme de la hiérarchisation des êtres, si nous ne nous rappelons plus ce qui caractérise le paradigme originel et ne savons pas le reconstruire, alors nous sommes définitivement prisonniers du nouveau paradigme duquel nous ne pourrions plus nous libérer et il nous resterait qu'une seule option qui est de nous y adapter avant d'y mourir après une souffrance plus ou moins importante. Maintenant, analysons ce nouveau système dans lequel nos ancêtres, ces hommes et ces femmes ont été intégrés sous la contrainte, la force, la violence et la manipulation mentale. Alors, qu'est-ce qui caractérise cet ordre qualifié de colonial, d'esclavagiste et de néocolonial, substantiellement? Alors, nous avons retenu deux caractéristiques principales. Il y en a d'autres, mais ce sont celles que nous avons retenues pour étayer notre argumentation, notre démonstration. Alors, la première caractéristique, c'est que cet ordre est un processus d'assimilation. Alors, ce que je voudrais faire maintenant constater, c'est que cet ordre, qui est caractérisé par la hiérarchisation des êtres, consiste concrètement à conduire nos ancêtres à abandonner et à oublier leur matrice originelle pour épouser de manière définitive le code noir, c'est-à-dire le recueil de normes juridiques de hiérarchisation des êtres que les Blancs imposent aux Noirs depuis le XVe siècle. Donc vous avez compris que nos ancêtres sont passés d'un processus de socialisation culturelle à un autre, et que le nouveau dans lequel ils vont être inscrits est le fameux processus de créolisation, c'est-à-dire le processus d'assimilation de l'ensemble des valeurs et des normes dont l'application, c'est-à-dire la mise en mouvement, est l'adoption des goûts et habitudes socio-historiques des colons, la hiérarchisation des êtres. Donc commençons d'abord par définir c'est quoi un processus. Un processus est un système qui utilise des moyens dans le but de transformer des éléments qui y rentrent en des éléments conformes à un résultat attendu. Le résultat ici annoncé, s'agissant du processus de créolisation, est précisément l'assimilation des recueils de normes juridiques de hiérarchisation des êtres que les Blancs imposent aux Noirs depuis le XVe siècle. Parler du système colonial et néocolonial, c'est donc parler de système assimilationniste. L'assimilation est une violence. Elle est le processus par lequel l'assimilateur, l'espèce les États européens, contraint l'assimilé, en l'espèce les Noirs, à adopter ses caractéristiques culturelles, à adhérer au système de valeurs de l'assimilateur et donc à abandonner, à oublier les siens remplacés dès lors par ceux de l'assimilateur. Ainsi, le législateur colonial a institué une obligation très spéciale que les Blancs et les Noirs s'assimilent à des identités fictives et hiérarchisées. Et dans sa distribution des rôles, il a assimilé les Noirs aux êtres de fiction inférieure et les Blancs aux êtres de fiction supérieure.
Le paradigme colonial est donc un processus d'assimilation non seulement pour les Noirs, mais aussi pour les Blancs. Et tous les êtres humains qui naissent directement dans cette société entament leur assimilation au moins dès le berceau. C'est en effet une abominable pièce de théâtre, une horrible mise en scène appelée Code Noir qui a été rendue obligatoire par le législateur esclavagiste. Et pour que nos ancêtres soient contraints de jouer dans ce film tragique les rôles qui leur ont été réservés par le législateur colonial, ce dernier a réquisitionné les moyens de la violence et de la manipulation mentale. Certains ont tendance à vouloir réduire l'assimilation uniquement au parcours socio-juridique de l'affranchi. C'est une erreur, car le système entier est assimilationniste. Ainsi, lorsque le noir adopte les caractères identitaires du code noir, c'est-à-dire les obligations constitutives de la définition des êtres de fiction que sont esclaves, meubles, immeubles ou affranchis, il est assimilé esclave. Donc, il est un assimilé esclave. De même, un assimilé meuble, un assimilé immeuble ou un assimilé affranchi, et donc doit se conformer à intégrer son personnage rendu obligatoire sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à sa mise à mort après être passé par toutes sortes de tortures. La deuxième caractéristique de cet ordre, de la hiérarchisation des êtres que j'ai retenu, c'est ce fait que l'identité d'être humain est radicalement exclue de cet ordre. Je répète, l'identité d'être humain est radicalement exclue de cet ordre. La première caractéristique qui est à relever est qu'il s'agit d'un ordre institutionnel où il n'existe pour les êtres humains que des identités d'êtres de fiction, c'est-à-dire non humaines. Par conséquent, l'identité d'être humain est radicalement exclue de cet ordre. Elle y est absolument interdite. La hiérarchisation des êtres exige l'exclusion en effet des êtres humains. Si je dis que je suis un être humain, et que je dis par ailleurs que vous ne l'êtes pas, cela signifie qu'en vérité, l'identité que je me suis donnée n'est pas l'identité humaine. Que ce que je dis être n'est pas l'identité humaine, car si l'identité que je me reconnais est celle de l'être humain, alors vous êtes naturellement des êtres humains, donc vous aurez la même identité que moi, et sur le plan du droit, par conséquent, le même statut. Le législateur colonial procède, en instituant son paradigme de la hiérarchisation des êtres, à la négation donc de la généalogie humaine. Il écarte volontairement la généalogie humaine, c'est-à-dire le fait que tous les êtres humains sont tous parents, que tous les êtres humains sortent tous de la même matrice naturelle humaine, que nous avons tous en effet les mêmes ancêtres originels, que nous sommes tous des êtres humains. Il écarte donc ce fait naturel pour lui substituer un ordre de fiction, le paradigme de la hiérarchisation des êtres. Le recueil juridique français, qu'est l'ordonnance royale ou édit royal de mars 1685, que l'on a nommé en fait Code Noir à un moment donné, est une efficace illustration de mes propos. C'est ainsi que ce qui y est prévu comme identité pour ces hommes et ces femmes dans ce système est un ensemble de statuts précis que sont maîtres, esclaves, meubles, affranchis et immeubles par destination. Donc voilà le paradigme dans lequel nos ancêtres se sont vus intégrés. Et voilà donc le paradigme dans lequel nos ancêtres ont été contraints sur plusieurs générations à se socialiser. Ces valeurs traduites en normes sont des valeurs qui consistent de manière radicale, et j'insiste, de manière radicale à exclure l'identité humaine dans la socialité. Évidemment, car tant le maître que l'esclave, le meuble et l'affranchi sont des identités fictives. Je veux dire que par nature, celui qui se décrète et s'institue comme étant un maître n'est pas en vérité un maître, mais un être humain. De même pour celui que le législateur de la hiérarchisation des êtres désigne comme étant un esclave. Donc ni l'identité de maître, ni celle d'esclave et les autres ne sont en droit l'identité de l'être humain. Et donc on se pose la question, donc comment sur un plan technique le législateur a pu créer en droit de telles identités?
En fait, cela lui a été possible grâce à cette technique ou procédure appelée fiction juridique. La technique, en son principe, est simple. Le législateur sait que ces identités ne correspondent pas à la vérité, que tant les blancs que les noirs ne sont pas des êtres de fiction. Mais il s'octroie le pouvoir de nier la vérité et affirme que ces êtres de fiction sont vrais pour les imposer à nos ancêtres. Vous comprenez pourquoi nos ancêtres n'ont jamais voulu s'intégrer et se socialiser dans ce nouveau paradigme. Aucun être humain ne veut vivre dans une société qui se caractérise par son institutionnalisation comme étant un être inférieur pour y être exploité, humilié, violé, torturé, tué. Cela est évident. Alors, j'aborde la question maintenant, à savoir, après avoir abordé et répondu substantiellement à la question qu'est-ce qui caractérise cet ordre qualifié de colonial, d'esclavagiste et de néocolonial, j'aborde cette question. Quelle est la portée juridique de l'infériorité des êtres de fiction? Quelle est la portée juridique de l'infériorité des êtres de fiction? Alors, il convient maintenant de mieux comprendre l'incidence juridique de l'infériorité qui caractérise ces êtres de fiction que sont l'esclave, le meuble, l'immeuble et l'affranchi. Leur corps et leur production culturelle sont inférieurs et par conséquent, ils n'ont plus vocation à faire du droit, ou ils n'ont pas vocation à faire du droit. Cette incidence est déterminante. Il est nécessaire de bien la comprendre. Le fait qu'ils n'ont plus ou qu'ils n'ont pas vocation à faire du droit est une cohérence du système de la hiérarchisation des êtres. Si en effet ils sont des êtres inférieurs, alors il est cohérent que leur culture ne puisse avoir vocation à organiser la société. Par conséquent, tous ces statuts de fiction d'êtres inférieurs vont être caractérisés par le fait qu'ils n'ont pas le droit de faire du droit. Ils peuvent imiter, reproduire le modèle, c'est-à-dire exécuter. Mais c'est tout. Cela signifie que tous ceux qui sont contraints d'épouser ces masques, tous ceux donc qui sont soumis à ces statuts de fiction d'êtres inférieurs, vont être caractérisés par le fait qu'ils n'ont pas le droit de faire du droit. Dans cette pièce de théâtre tragique, ils sont des juristes applicateurs, mais non des législateurs. Ils appliquent le droit, mais ne font pas du droit. C'est la finalité du processus de créolisation. Car s'il est vrai que ce sont des identités ou personnages qui, en droit, relèvent de la fiction juridique, nous devons cependant nous rappeler que le législateur colonial a prévu que tous les êtres humains sont contraints de jouer leurs personnages respectifs comme s'ils étaient vraiment ces êtres de fiction, et cela sous peine de sanctions et par conséquent que tous les êtres humains sont contraints de le jouer jusqu'au bout selon la trame qu'il a décrite dans son système de la hiérarchisation des êtres. Ainsi, si vous considérez l'existence de nos ancêtres durant ces siècles, où ils ont été intégrés et socialisés dans les sociétés coloniales esclavagistes, vous verrez qu'ils ne faisaient qu'appliquer le droit. Mais jamais ils ne faisaient du droit. Cela va de soi. Tous ces êtres de fiction que sont les esclaves, les meubles, les immeubles et les affranchis, en raison de leur nature inférieure, ne font pas du droit. Ils n'en ont pas de droit. Seul l'être supérieur a le pouvoir du législateur pour faire du droit. Ceci, bien entendu, en correspondance avec sa culture, ces valeurs qui sont désignées juridiquement comme étant en effet supérieures. Ainsi, l'ordre de la hiérarchisation des êtres prévoit nécessairement que le juriste applicateur peut être autorisé à assister le blanc dans sa production de droit, mais il ne peut représenter le blanc ni personne en tant que législateur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas produire du droit au nom du blanc. Le noir n'étant que juriste applicateur, aucun noir ne peut prétendre représenter un noir en tant que législateur. Évidemment, car s'il était donné au noir de faire du droit, la première chose qu'il ferait aurait été de refuser de s'insérer comme ces êtres inférieurs définis par le législateur blanc, et donc d'abolir ce système
ce qui serait une contradiction rédhibitoire. Il faut savoir que les Blancs vont à un moment donné mettre un mot pour désigner cette culture, pour désigner ces valeurs qu'ils ont traduites en normes qui dévalorisent les Noirs. Ils vont qualifier cette culture de créole. Ils diront que les êtres vivants qui partagent ces valeurs et qui les ont intériorisées, qui les ont adoptées, qu'ils sont créolisés. Alors, pour illustrer cela, je cite en fait le dictionnaire de l'époque, qui date de 1800, qui a été, de 1836, de Babot, et qui nous définit c'est quoi créoliser. Créoliser, adjectif, naturalisé aux colonies, qui a les goûts, les habitudes de colons. Donc on voit bien qu'en fait que l'être humain qui est créolisé est en effet celui qui est naturalisé aux colonies, qui a les goûts, les habitudes de colon. Donc nous avons vu qu'il s'agit d'adopter les goûts et les habitudes du colon, et nous avons vu aussi quels sont les goûts et habitudes qui sont ceux du colon. Nous connaissons donc ces valeurs en question qui sont précisées, notamment dans le Code noir. Mais pourquoi les Blancs ont-ils choisi ce mot créole? En fait, c'est parce qu'ils vont constater que parmi les colons, ce sont ceux qui sont nés dans la société esclavagiste et qu'ils ont nommé créoles, qui sont les plus imprégnés des valeurs instituées auxquelles renvoie la hiérarchisation des êtres. C'est pourquoi ce même dictionnaire de Babot précise comme suit la définition de celui qui est créole. Créole, né en Amérique, de parents européens d'origine. Une citation. Et parce que ces colons sont ceux qui manifestent et démontrent aux yeux de tous qu'ils sont les plus imprégnés de cette culture instituée, qu'ils sont ceux qui incarnent le plus les valeurs du Code noir, eh bien les colons vont désigner cette culture comme étant créole. Comprenons bien. La culture créole est la culture des colons. C'est la culture de la hiérarchisation des êtres. C'est celle qui affirme qu'il existe des êtres supérieurs et des êtres inférieurs et que les blancs sont les supérieurs et les noirs sont les inférieurs. Et par conséquent, le corps des noirs ainsi que leur production culturelle sont inférieurs au corps et à la production culturelle des blancs, et de ce fait, celles des noirs sont instituées comme étant dévalorisées et dévalorisantes. Cela veut dire par conséquent que lorsque le noir est créolisé, nous constatons alors un processus tout à fait prévisible, à savoir qu'il applique le droit de la hiérarchisation des êtres dont il est devenu relativement fidèle et aveugle. Il est devenu fidèle à ce système, mais en appliquant ce droit, quels en sont les effets? Le droit qui est institué, se caractérisant par le fait qu'il dévalorise l'être de fiction défini comme étant inférieur, il va voir ce processus qui consiste chez nous les Noirs à projeter sur les corps des Noirs et sur la production culturelle des Noirs la négativité. C'est pourquoi lorsque nous appliquons le droit créole, la culture créole, lorsque nous sommes donc fidèles à cet ordre de la hiérarchisation des êtres, nous constatons un processus que nous connaissons et qui se manifeste par exemple en dévalorisant nous-mêmes des corps de noirs, des cheveux de noirs, des couleurs de peau de noir, la culture des noirs. Comportement qui est logique, puisque en permanence, nous obéissons à l'ordre qui est structuré sur la hiérarchisation des êtres. Nous obéissons à la loi. Ceci, que nous en soyons conscients ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en l'appliquant, et comment ne pas l'appliquer, nous densifions un mental déterminé, un conditionnement précis, qui sont la dévalorisation de nos corps et de notre production culturelle, notre soumission au blanc et en même temps que notre fidélité à leur paradigme dans lequel nous sommes captifs et auquel nous nous habituons
au fur et à mesure du temps. Et finissons, sans nous en rendre compte, à défendre. Par défendre donc l'ordre colonial, le paradigme colonial. Alors par exemple, nous revendiquons d'être des citoyens, la démocratie, la République. Or, toutes ces références institutionnelles relèvent de l'ordre de la hiérarchisation des êtres. Savons-nous vraiment c'est quoi un citoyen? La démocratie? La République? Alors nous arrivons au grand 2. Se libérer, c'est décréoliser la société. Si nous sommes assimilés, cela signifie que nous avons notre propre paradigme. Et lorsque nous disons que nous sommes contre l'assimilation et que nous sommes fiers de notre civilisation, la question que je pose alors est: où est notre civilisation? Qu'est-ce qui la caractérise? Nous disons à juste titre qu'il y a cet ordre de la hiérarchisation des êtres dans lequel nous sommes et que nous considérons comme étant un ordre injuste, un ordre qui nous fait souffrir, un ordre fondé sur le mensonge. Nous disons par conséquent que nous le refusons et nous exprimons activement notre refus. Notre attitude renvoie donc à l'idée de résistance. Je rappelle que la résistance consiste à s'opposer à quelque chose, mais pas seulement cela. En effet, s'opposer à quelque chose signifie que nous voulons sauver autre chose, que nous refusons de voir disparaître. Mais quoi? Où est notre matrice? Où est notre modèle originel de société? Et est-ce que nous savons ce qu'elle est? Est-ce que nous ne l'avons pas perdu de vue? Car n'oublions pas que le processus de créolisation ou encore d'assimilation consiste en fait à nous amener à abandonner, à oublier notre matrice culturelle, notre matrice originelle. La bonne question donc est: où elle est? Qu'est-ce qui la caractérise? En tous les cas, ce que nous pouvons affirmer à ce stade avec certitude, c'est que dans la matrice originelle, nous sommes institués comme étant des êtres humains. Mais cela signifie quoi être institué en tant qu'être humain? Est-ce que nous avons perdu la science qui nous permet de nous instituer comme étant des êtres humains? Est-ce que nous savons construire la société dans laquelle nous sommes institués comme étant des êtres humains? Car eux, ils savent comment nous instituer comme n'étant pas des êtres humains. Ils savent comment construire un ordre dans lequel il n'y a pas l'identité humaine. Non seulement ils savent le faire, mais en outre, ils maîtrisent cette technologie, puisqu'ils arrivent à maintenir cette institution jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que nous n'allons pas pouvoir faire l'économie d'analyser et de maîtriser tant leur paradigme que le nôtre. Car s'ils maîtrisent leur paradigme, c'est qu'il est maîtrisable. Et si notre matrice originelle existe et que nos ancêtres ont pu la réaliser, alors nous devons faire le travail d'analyse nécessaire qui nous permet de nous rappeler sa substance, de maîtriser la technologie qui est à son origine et de l'instituer. Ce sont là des éléments fondamentaux. Nous savons pourquoi nous refusons le système de hiérarchisation des êtres. Mais comment faire pour sortir de cette matrice? Car c'est cela la vraie question. Parce qu'en effet, nous disons que nous sommes fiers de notre civilisation, de notre culture civilisationnelle, de notre matrice. Alors réintégrons notre matrice. Où est-elle? Comment est-elle? Lorsque nous allons en Martinique, elle n'est pas instituée. Elle n'est pas l'autorité de conduite qui organise notre socialité et nous guide. Nous allons au Gabon ou ailleurs, en Afrique, et comme en Martinique, nous sentons sa présence. Nous savons qu'elle existe, mais là non plus, elle n'est pas instituée. Elle n'est pas maîtrisée.
Prenons l'image d'un avion qui représenterait notre matrice instituée, réalisée, et qui nous transportait selon notre propre finalité, mais qui est tombé. Et qu'est-ce qui se passe? Ce que nous nous sommes retrouvés dès lors dans la souffrance et la nostalgie, récupérant des morceaux par-ci par-là, à nous souvenir de ses goûts et de ses habitudes apaisants et épanouissants. Mais finalement, ces morceaux de souvenirs, quelle que soit leur valeur respective, ne pourraient permettre à notre avion de reprendre son envol. Cela signifie dès lors que nous sommes encore dans la matrice créole. Les questions sont donc: c'est quoi un système fondé sur la hiérarchisation des êtres? Et par ailleurs, c'est quoi un système fondé sur l'identité Moon, ou qui renvoie à l'identité d'être humain, véritablement? Tout Moon, c'est Moon. Tout être humain est un être humain. Mais est-ce que nous savons instituer tout Moon, c'est Moon? La science qui nous permet de le faire existe, mais nous devons cependant apprendre à la maîtriser. Nous devons comprendre ce que nous appelons l'ordre de la hiérarchisation des êtres. Il n'y a rien d'autre qu'un type de relation, et que c'est ce type de relation qui est institué. Autrement dit, le législateur colonial est venu nous imposer d'avoir un type de relation spéciale entre nous, les êtres humains, y compris les êtres humains que sont les dits blancs. Type de relation que nous connaissons comme étant injuste et mensonger. Par conséquent, nous devons comprendre que dans la société où tout le monde c'est Moon, c'est aussi un type de relation qui est institué. Mais qu'à la différence, cette relation est celle que nous connaissons comme étant juste et vraie, la relation qui est la manifestation de la vérité. Tout le monde c'est Moon. C'est ici l'occasion de savoir que les êtres humains ne peuvent avoir que deux types de relations, en vérité. Qu'il n'existe donc pas un troisième type. Que par conséquent, nous ne pouvons développer entre nous que deux types de relations. Ainsi, l'être humain qui a le statut de législateur ne peut instituer qu'une ou l'autre relation au fondement de sa société. Il n'y a donc pas trois natures de société, car il n'y a pas trois catégories de relations. Et quelles sont ces relations? La première, que j'appelle la filialité, et la deuxième, que je nomme l'infilialité. Notre matrice est fondée sur la filialité. La vérité. Et je m'arrêterai mon exposé à ce stade. À l'occasion d'un autre exposé, j'exposerai par conséquent plus en détail en quoi consiste l'ordre fondé sur la filialité, en quoi consiste l'ordre fondé sur l'infilialité.